monde. Tout d'abord, je me présente. Professeur Mahmoud Hamdi, c'est la première fois que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Et donc, je vais prendre en charge ce module qui s'intitule, cet élément de module qui s'intitule donc système à microprocesseur. Donc, lorsqu'on dit, donc, je vais tout d'abord expliquer l'objectif de ce cours. Et puis le plan, mais avant tout, je vais essayer de vous connaître aussi, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, comme prérequis, je sais que vous avez fait la logique combinatoire et la logique séquentielle, mais je veux bien savoir jusqu'où vous êtes allé dans les systèmes combinatoires et séquentiels. Est-ce que vous avez fait, par exemple, tout ce qui est circuit multiplexeur, additionneur, etc., dans la logique combinatoire et dans la logique séquentielle, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait déjà les décodeurs dans la logique combinatoire? Est-ce que vous avez fait des exemples de décodage d'adresse? Décodage d'adresse. Par exemple, on vous dit, je veux partager les adresses. Par exemple, j'ai des mémoires. Les mémoires, vous les avez fait ou non? Non, on ne vous a jamais parlé de mémoire. Vous n'avez même pas fait les décodages d'adresse. Pour la logique séquentielle, qu'est-ce que vous avez fait? Bascule. N'est-ce pas? Parce que JK, D, etc. Quelle est la différence entre la logique combinatoire et la logique séquentielle? L'une dépend de l'état précédent, l'autre indépendante de l'état précédent. La séquentielle, ça dépend de l'état précédent, la sortie précédente. Le combinatoire ne dépend pas de l'état précédent. On peut accepter cette définition. On peut sans dire qu'il ne garde pas l'histoire. Si on vous demande de donner une définition qui compare, ou bien une comparaison entre la logique combinatoire et séquentielle, la logique combinatoire, pour une combinaison d'entrées, vous avez toujours la même source. Par exemple, supposons que vous avez deux entrées, A et B. Et donc, par exemple, pour 0,1, vous avez toujours 0. Vous ne pouvez jamais avoir une autre fois 1. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, ça ne dépend pas de l'étape précédente, ça ne dépend que des entrées. Donc, pour la logique combinatoire, pour une combinaison d'entrées, vous avez toujours la même source. Pour la logique séquentielle, non. Vous pouvez avoir une fois 0, une autre fois 1, pour la même combinaison des entrées. Parce que ça ne dépend pas seulement des entrées, mais ça dépend aussi de l'état précédent, comme a dit votre camarade, n'est-ce pas? D'accord. Donc pour la logique séquentielle, les bascules, les compteurs aussi, n'est-ce pas? Compteur synchrone, asynchrone, le registre à décalage, série, parallèle, ça vous l'avez fait ou non? Ah, les registres? Non? Bizarre. Oh, peu importe. Donc, parce qu'on a besoin de tous ces prérequis pour attaquer cette partie qui s'appelle système de microprocesseur. Ça veut dire, dans l'histoire, on l'appelait informatique industrielle. On l'appelait informatique industrielle du fait qu'il rassemble en même temps logique combinatoire et séquentielle, c'est-à-dire matériel, hard, et software, et la programmation. Pourquoi on l'appelait informatique industrielle? Ça veut dire qu'on doit être bon dans les deux côtés, que ce soit le côté matériel ou le côté programmation. Et donc, la programmation, très très importante pour vous. Je me rappelle, l'année passée, il y avait des sociétés, des entreprises qui étaient venues pour recruter à partir de chez nous, en 5e année. Et ils voulaient des gens qui sont spécialisés dans les systèmes embarqués, mais pas que, ça veut dire qu'ils doivent être très bons en programmation. Et qu'actuellement, tous les étudiants, ils veulent apprendre le Python, mais c'était le C, ils voulaient avoir le C, C++, parce qu'il est très utilisé dans les systèmes. Malheureusement, ils avaient oublié tous les concepts qu'ils ont vus en C, parce que le C, je crois que vous le faites en 2e année. D'accord? Et donc, il faut rester toujours à jour et puis surtout maîtriser les concepts qui sont en relation avec les systèmes embarqués. D'accord? De la programmation en langage C. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, je tiens à vous dire, moi, j'aime pas les cours qui sont passifs. Il faut poser des questions. Chaque fois que vous n'avez pas compris, il faut m'arrêter sans aucun problème. Je ne vais jamais m'énerver. Donc, essayez de poser des questions, arrêtez le cours. J'aime bien un cours qui est très dynamique, très interactif, qu'un cours qui est très passif et qu'on va dormir tous, d'accord? Et moi, je serai épuisé avec le fait que je parle tout le temps, alors que je veux qu'on m'aide aussi dans le cours. Comprenez ce que je veux dire? C'est un cours, je ne dis
pas un cours, c'est un cours TP. Et la majorité de ce cours, on va le faire travaux pratiques dans la salle, parce que c'est le système embarqué, etc. Et donc, on va faire 2-3 séances et après, on va passer à la salle TP. Pour ce cours, donc, il sera divisé en 3 parties. Donc, la première partie, c'est les microprocesseurs. Les microprocesseurs, comme j'ai dit, on va voir un petit peu le matériel et comment on programme les microprocesseurs. La partie software, ça veut dire, surtout on va voir un petit peu ce que c'est que le langage assembleur. Il faut le connaître quand même, d'accord, le langage assembleur. Et chaque fois, vous allez voir qu'on ne peut pas faire tous les langages assembleurs, tous les microprocesseurs, on va se focaliser sur un. Et la philosophie reste la même pour tous les microprocesseurs, d'accord? On va se focaliser sur les plus utilisés, d'accord? On va voir l'assembleur Intel et l'assembleur Motorola. Donc ça, c'est les microprocesseurs. Après, on va passer au microcontrôleur. Il a aussi partie matérielle, architecture, etc. Et puis, on va passer à la partie logicielle, comment on programme les microcontrôleurs. Et on va les programmer en C, c'est-à-dire avec un langage évolué, haut niveau. Parce que l'assembleur, c'est un langage bas niveau. Quelle est la différence entre un langage bas niveau et un langage haut niveau? La proximité par la machine du langage. La proximité du langage humain. La possibilité du langage humain. La proximité. La proximité, lorsqu'il est proche de l'humain, c'est haut niveau. Haut niveau. Et lorsqu'il est proche du microprocesseur, c'est bas niveau. D'accord? Parce qu'un haut niveau, il passe par beaucoup d'étapes pour être converti en langage compréhensible par la machine qui est le langage machine 0,1. D'accord? Parce que le microprocesseur ne comprend pas les termes, ce que des 0 et des 1. Ça veut dire, nous, lorsqu'on était étudiants comme vous, on programmait les machines, les microprocesseurs directement à l'aide de langage binaire hexadécimal. Ça veut dire à l'aide directement les programmes. Il comprend mais actuellement, les langages au niveau, ils sont compilés ou interprétés, etc. pour finalement arriver au microprocesseur qui va exécuter le bas niveau. Et l'assembleur, c'est le langage bas niveau le plus proche du microprocesseur parce qu'il est directement traduit en langage machine. D'accord? Je disais, la troisième partie, ça sera les bus. La communication entre plusieurs microprocesseurs, etc., entre microcontrôleurs, microprocesseurs, capteurs, afficheurs, etc. Je crois que vous avez l'expérience là-dessus, vous avez déjà participé dans la journée d'acquisition qu'on organise chaque année, et l'année passée c'était la 8e édition, je crois, et vous avez participé avec des petits projets comme ça, Arduino, autres, et je crois que vous avez utilisé des bus aussi, bus I2C, non? Bus I2C ou autres que vous avez déjà utilisé. Donc je passe au plan de la première partie, donc qui est le microprocesseur. Donc la première partie, on va commencer par une définition d'un microprocesseur, c'est quoi? L'historique et l'évolution, la structure interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du microprocesseur. Après, on va passer aux étapes d'exécution d'une instruction, comment il exécute une instruction depuis le début jusqu'à la fin, et puis les architectures de microprocesseurs, et en particulier deux grandes architectures, 6 Keris, qui sont très anciennes, mais après, ils ont évolué vers des structures qui sont récentes, d'accord? Mais la base, c'est ces architectures qui sont 6 Keris. L'architecture superscalaire qui est venue après, VLIW, et puis l'évolution des architectures. On va voir ce que c'est que le pipelining, le parallélisme. C'est quoi le parallélisme? Parce qu'il y a deux concepts, il y a le parallélisme, les systèmes parallèles, il y a aussi les systèmes distribués. Les systèmes distribués, c'est lorsque vous avez plusieurs ordinateurs qui travaillent sur la même application, comme le big data actuellement, etc. Vous avez beaucoup de PC, mais ils travaillent sur la même application, même programme, d'accord? Parce que le programme, par exemple, il demande beaucoup de temps, etc. Et puis chacun il fait une tâche, chaque PC. Parallèle, c'est à l'intérieur d'un seul PC, mais il y a plusieurs cœurs ou plusieurs microprocesseurs qui travaillent sur la même application à l'intérieur d'un même PC. Vous avez plusieurs microprocesseurs, ça c'est le parallélisme. Le système distribué, c'est lorsque vous avez plusieurs ordinateurs qui s'entraident pour faire ou pour exécuter une application. Et après, vous avez un autre chapitre qui s'intitule « Mesure des performances d'un microprocesseur ». Comment on va pouvoir, par exemple, dire que votre microprocesseur il est plus performant qu'un autre microprocesseur. Quels sont les critères sur lesquels on se base pour dire qu'un microprocesseur il est plus performant qu'un autre?
Après, il y a l'assembleur, qu'on va voir, c'est la programmation d'assembleur. Et on va voir deux exemples, deux cas de pratique, deux exemples d'application. Intel, l'assembleur Intel, et l'assembleur Motorola. D'accord, dès maintenant, je vous mets en garde. Après 3 ou 4 séances, c'est-à-dire on va terminer, première partie, je fais un contrôle, directement. Après 3 séances, directement. Parce que, d'après l'habitude, on fait beaucoup de chapitres. Monsieur, est-ce que tu peux me dire les chapitres qu'on va faire en contrôle? Après, on était obligé de négliger quelques chapitres, et les étudiants, ils ne révisent rien du tout, d'accord? Donc, pour éviter ce problème, chaque fois qu'on termine une partie, on va faire un contrôle, d'accord? Donc, premier contrôle, ça sera après, disons, 3 séances. Ça y est, on termine la première partie, on fait un contrôle. Après, on commence la deuxième partie, lorsqu'on termine, on fait un contrôle. Après, lorsqu'on termine la quatrième partie, on peut faire un examen externe. Alors, les microprocesseurs. Donc, si on veut donner une définition au microprocesseur, qui peut dire une définition d'un microprocesseur? C'est quoi? C'est quoi le microprocesseur? Je compte la participation. Les noms que j'ai appris tout le temps seront mieux notés. Qu'est-ce qu'un microprocesseur? Si vous dites petit, je sais que vous pouvez faire des erreurs, il n'y a pas de problème. C'est quoi un microprocesseur à votre avis? Oui? C'est une machine, carrément. Oui. D'accord. Qui s'intéresse à faire des instructions, ou des calculs numériques. Oui, qui dit mieux. Déjà, machine, je crois que c'est trop gros comme mot. D'accord? On peut dire que c'est un circuit. Circuit intégré, ou un circuit intégré tout simplement. C'est un circuit comme le schéma que vous avez vu au premier. C'est un circuit intégré parce qu'il s'implémente sur une carte, etc. Donc on peut l'appeler. Parce qu'il y a beaucoup de transistors qui sont implémentés. Il y a des milliers, des milliards de transistors qui sont implémentés dans une puce. Donc on peut dire que c'est un circuit intégré. Comme a dit votre camarade, qui exécute les instructions. C'est lui qui exécute les instructions. Il n'y a pas un élément dans l'ordinateur qui exécute les instructions autre que le microprocesseur. C'est lui qui exécute, c'est-à-dire son microprocesseur. Derrière, on ne peut pas exécuter un programme, on ne peut pas avoir un ordinateur sans microprocesseur, n'est-ce pas? Et donc le microprocesseur, c'est un circuit intégré, on peut dire qui charge. Ça veut dire quoi qui charge? Charge les données, ça veut dire quoi charge? Il apporte les données, les instructions depuis quel circuit? Depuis la mémoire, depuis la RAM, disons. D'accord? Depuis la RAM, donc il met les instructions où? À l'intérieur même du microprocesseur. Puis, il les décode, donc il charge les instructions. Les décodes, ça veut dire quoi décode? Transformer en système binaire. Ah bon? C'est pas exactement ça. Parce que regardez, binaire, décimal, hexadécimal, ça ne doit pas poser de problème. À l'intérieur de la machine, toutes les données sont numériques, c'est des 0 et des 1. Lorsqu'il est à l'intérieur de l'ordinateur, c'est des 0 et des 1. Il est déjà en binaire. La traduction se fait par des programmes, par le compilateur, par la plateforme, le compilateur que vous utilisez, etc. La plateforme, c'est là où se fait la conversion hexadécimale. Ça veut dire que vous pouvez représenter n'importe quelle donnée avec n'importe quelle base. Est-ce que vous comprenez? Mais une fois dans la machine, les données sont numériques, c'est des 0 et des 1. Donc décoder, ça veut dire quoi? Oui, mais ce n'est pas exactement le décodage que vous avez fait. Décodage, ça veut dire quoi? C'est comme vous, lorsque vous apprenez une langue, par exemple, chinois. Vous avez appris, par exemple, 100 mots. Après, quelqu'un vous dit un nouveau mot. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez parmi les 100 mots que vous connaissez. Ça, c'est le décodage. Ça veut dire que vous cherchez parmi les 100 mots que vous connaissez. Si vous trouvez le mot, vous allez répondre. Si vous ne la trouvez pas, erreur. Syntaxe erreur. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça le décodage. Le décodage, c'est le microprocesseur, il cherche l'instruction parmi les instructions qu'il sait exécuter, parce qu'il ne sait pas exécuter tout. Il a un certain nombre d'instructions qu'il peut exécuter. Ça, c'est le décodage. Vous avez compris le décodage? Après décodage,
Donc, il passe à l'exécution. Pourquoi il passe à l'exécution? Parce qu'il a déjà su le mot qu'on a cherché. Ça y est, il sait ce qu'il va faire. Après, il passe à l'exécution. Il peut exécuter l'instruction. Lorsqu'il exécute, ça y est, il y a la valeur x, par exemple, égale à 2 plus y. Donc, il stocke dans le x, d'accord? Puis, il stocke dans la RAM, d'accord? C'est bon. Donc, après, c'est le stockage. Donc, ça, toujours, il fait comme ça. Chaque fois qu'une instruction arrive, charger, décoder, exécuter, stocker. Vous avez compris? Donc, ça, c'est les étapes d'exécution d'une instruction. Les étapes d'exécution d'une instruction. D'accord. Donc, on peut passer aux registres spéciaux, si vous voulez. Alors, je disais que donc, les étapes d'exécution d'une instruction, c'est extraire ou charger. Extraire l'instruction à partir de la RAM. Après, charger, ça veut dire que vous avez le microprocesseur, comme ça. Vous avez le microprocesseur. Bon, qui est relié à la RAM, on va voir, avec des bus. Ah, un bus, c'est quoi? C'est un ensemble de fils. D'accord? Donc, ça, c'est la RAM, disons, d'une manière générale. Et puis, ils sont reliés par un bus d'adresse. Bus d'adresse et un bus de données. Bon, vous savez que le bus d'adresse, il est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va toujours du microprocesseur vers tous les autres, personne ne peut adresser le microprocesseur, et le bus de données, il est bidirectionnel, ça veut dire que c'est un ensemble de fils qui va faire transiter les données, ou bien du microprocesseur vers la RAM, ou bien de la RAM vers le microprocesseur, et puis il y a d'autres signaux de contrôle, il y a d'autres signaux de contrôle qu'on va voir, tels que par exemple read, write, ça veut dire écrire, lire, ou chip select, ou ça veut dire un autre bus qui s'appelle, d'accord. Donc à chaque fois, le microprocesseur, bon, la RAM, si vous voulez, c'est beaucoup de cases mémoire. Chaque case, il a une adresse. Donc il y a l'adresse, par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup d'adresses. Et à l'intérieur de chaque case, il y a la donnée, ou bien l'instruction. Il y a la donnée, ou bien l'instruction. Et donc le microprocesseur, à chaque fois, quelles sont les étapes? C'est extraire ou bien charger l'instruction, décoder, on l'a dit, ça veut dire c'est identifier l'instruction parmi les instructions qu'il sait exécuter, identifier, et puis exécuter, et puis stocker. Ça veut dire que ça, c'est les étapes d'exécution d'une instruction. D'accord? Mais pour faire tout ça, le microprocesseur, il a besoin d'un certain nombre de registres spéciaux. Registres spéciaux qu'on va essayer d'expliquer. D'accord? Donc les registres spéciaux, ça veut dire qu'ils se trouvent dans tous les microprocesseurs. Là, nous sommes très général. Nous sommes en train d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de tous les microprocesseurs. D'accord? Et après, on va voir des cas, des exemples d'applications Intel, Motorola, etc. D'accord? Donc, parmi les registres spéciaux, il y a 3 qui sont très, très importants. Le premier, c'est le compteur ordinal, c'est des appellations de Intel, d'accord, que je vais prendre ici. Donc le compteur ordinal, le PC, que j'appelle aussi programme count, c'est un registre. Lorsque je dis registre, c'est un ensemble de cases. Case mémoire, à l'intérieur du microprocesseur. Le chiffre là, à l'intérieur du microprocesseur. Quel est son rôle? Je vais donner la définition. C'est un registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. L'adresse de la prochaine instruction à exécuter. En d'autres termes, vous connaissez ce que ça veut dire un pointeur. Vous avez fait les pointeurs, on sait, n'est-ce pas? C'est un pointeur des instructions. Pointeur des instructions. Ça veut dire c'est lui qui va montrer au microprocesseur quelle est l'instruction qui va être exécutée la prochaine fois. Par exemple, lorsque vous écrivez votre programme et vous cliquez sur Run, exécution. D'accord? Automatiquement, le PC est chargé par l'adresse de la première instruction dans votre programme. Supposons que votre programme il est logé ici, par exemple, 0100, il y a première instruction. Instruction 2 dans 0101. Instruction 3 dans 0102. Donc, dès que vous faites Run, automatiquement, le PC il est chargé par quoi? Par 0100. C'est-à-dire, si lui, c'est comme s'il dit au microprocesseur, voilà l'instruction que tu vas exécuter. Et donc, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger l'instruction. Il va prendre I1 et la mettre dans le microprocesseur. Dès qu'il commence à l'exécuter, décoder, etc., automatiquement le PC, il fait quoi? Il est incrémenté. Il est incrémenté pour passer à l'instruction suivante. D'accord? Dès que le microprocesseur commence à exécuter la première instruction, le PC il s'incrémente pour pointer l'instruction suivante.
jusqu'à l'arrêt. Et l'exécution se fait de cette manière-là tout le temps. Donc le PC, quel est son rôle? Quand il y a l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Ça va, c'est clair? C'est bon? Alors on passe au suivant, le SP. Le SP, stack pointer. Stack pointer. En français, pointeur, pointeur de pile. Pointeur de pile. C'est quoi la pile? C'est quoi la pile? Un cumul. Donc c'est déjà une mémoire. On peut dire que c'est une mémoire. C'est une partie de la RAM. C'est une partie de la RAM, comprends? Pour sauvegarder les données. Pour sauvegarder les données dans le cas où il y a par exemple une interruption ou vous appelez une fonction, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde par exemple les variables dans une pile. D'accord? Après on peut les récupérer. En particulier dans l'assembleur, vous allez voir deux instructions. Il y a push pour sauvegarder. Ça c'est sauvegarder dans la pile. Ça, je parle de l'assembleur Intel. Sauvegarder dans la pile. Ça on va le voir. Et puis il y a pop. Pop c'est récupérer, restituer, d'accord, ou dépiler, d'accord, récupérer la donnée, sauvegarder la donnée, et puis là c'est récupérer la donnée sauvegardée. Et après, je crois, vous avez déjà fait structure de données, non? Pile, LIFO, FIFO, non? Non. Après, il y a des structures de la pile. Par exemple, la pile Intel, il est de structure LIFO. LIFO, ça veut dire quoi? Last in, first out. Last in, ça veut dire dernier enregistré, c'est celui qu'on va récupérer le premier. Ah, d'accord? Donc, ça, on va le voir. Il y a un chapitre carrément sur la pile. Donc, le SP, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, c'est pointeur de la pile. Ça veut dire qu'il contient l'adresse de la prochaine case libre dans la pile. Il contient l'adresse, pointeur, ça veut dire qu'il contient l'adresse. Il contient l'adresse de la prochaine case libre dans la pile. Ça veut dire que c'est lui qui va nous montrer où ça va être la prochaine sauvegarde. Parce que la pile, il se remplit. Et lui, toujours, il pointe la prochaine case libre dans la pile. Ça veut dire qu'il va montrer au microprocesseur quelle est la prochaine case libre où on va sauvegarder la donnée. D'accord? Donc, il s'appelle SP ou bien Stack Pointer. Ça va, c'est bon? Encore une fois, je trouve que vous êtes très passif. Ou bien j'explique bien, ou bien vous ne comprenez rien du tout. D'accord? Le mot d'état, ou bien ce qu'on appelle, bon, chaque microprocesseur, il l'appelle avec une appellation. Par exemple, pour le Motorola, il l'appelle CCR, code condition registre. Ou d'autres microprocesseurs, par exemple SW, StatiWord, registre d'état. On peut l'appeler registre d'état. Registre d'état. C'est quoi le registre d'état? Il contient des indicateurs de l'état de la dernière opération à exécuter. Des indicateurs de l'état de la dernière opération exécutée. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple. Par exemple, nous sommes des indicateurs. Par exemple, chaque fois que quelqu'un entre par la porte, votre camarade, il lève le doigt comme ça. C'est-à-dire, nous, on ne va pas voir la porte, on va voir elle. Chaque fois qu'il lève le doigt, on sait que quelqu'un a entré. C'est comme des capteurs, si vous voulez. Chaque fois que la lumière s'éteint, votre camarade, il lève le doigt. D'accord? Et donc, chacun, il va nous signaler une opération. Mais pour le microprocesseur, il va s'agir de quoi? Il s'agit de l'état de l'opération. Par exemple, chaque fois que l'état de l'opération est égal à 0, il y a un indicateur de 0 qui se positionne à 1 pour indiquer que le résultat de la dernière opération est égal à 0. Un autre, par exemple, chaque fois qu'il y a retenu, il se met à 1. Un autre, chaque fois que le signe est négatif, il se met à 1. Un autre, chaque fois qu'il y a débordement, par exemple, vous faites l'addition sur 8 bits, vous avez débordé sur 9 bits, un autre qui indique qu'il y a débordement, overflow. D'accord? Donc, ces indicateurs, quel est l'intérêt de ces indicateurs? Vous, on sait par exemple, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est au niveau, il est proche de l'utilisateur, proche de l'être humain. Ça, vous faites par exemple, if x égale à 4, alors opération printf, je ne sais pas, n'importe quoi. D'accord? Et ça, c'est du haut niveau. Le langage, il passe par plusieurs étapes pour arriver au bas niveau.
Ça veut dire en bas niveau, qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur? Il fait la soustraction. C'est une comparaison, il fait la soustraction. Et après, il regarde l'indicateur de 0. S'il trouve que l'indicateur de 0 égale à 1, il sait que le résultat égal à 0, ils sont égaux. Est-ce que vous avez compris? Et donc, il va exécuter l'instruction. S'il trouve que l'indicateur de 0 il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas positionné, il sait qu'ils ne sont pas égaux, ils sont différents. D'accord? Ou bien vous pouvez faire supérieur. Dans ce cas, il va faire la soustraction, il va regarder ce qu'il y a retenu, ou le résultat est négatif, etc. D'accord? Donc, chaque indicateur, il va dire quelque chose. Ça va, vous avez compris le mot départ. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui vont aider le microprocesseur à faire des tests, faire des... D'accord? Ça, c'est les trois registres les plus utilisés qui se trouvent dans pratiquement tous les microprocesseurs. Seulement, chaque microprocesseur, il a des appellations différentes de ces registres. Donc, voilà, la RAM en général, c'est ça. Et donc, vous avez des adresses. Le H ici, ça veut dire hexadécimal, base 16. J'espère que vous maîtrisez très bien les bases parce qu'on va les utiliser au passage entre les bases, etc. Et puis ça, c'est les instructions qui se trouvent à l'intérieur de la RAM. Donc encore une fois, une autre définition. Un microprocesseur, il permet d'exécuter, il exécute les instructions machines placées en mémoire centrale, et qu'on peut appeler entre les cerveaux de l'ordinateur, si vous voulez. Bon. Il contient deux composantes essentielles. Ça veut dire si on veut passer l'architecture minimale d'un microprocesseur, si on vous demande de donner l'architecture minimale d'un microprocesseur, je crois que vous l'avez fait quelque part, n'est-ce pas? L'unité arithmétique et logique, UAL, en anglais ALU, arithmétique et logique unit, et l'unité de contrôle, des registres spéciaux que nous avons déjà fait, et des registres généraux. Les registres généraux, ils servent juste pour stocker temporairement les données. C'est comme des cases mémoire à l'intérieur même du microprocesseur. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'architecture minimale d'un microprocesseur. Ça veut dire au moins un microprocesseur qui est très très modeste, il doit contenir ces unités-là. L'unité arithmétique et logique qui s'occupe de toutes les opérations arithmétiques et logiques, AND, OR, etc., XOR, l'addition, la soustraction et tout ça, c'est dans l'unité arithmétique et logique. L'unité de contrôle qui va permettre de contrôler, d'accord, l'exécution et l'échange, organiser les instructions et tout ça. Et puis des registres spéciaux qu'on vient de voir, PC, SP, registre d'état, et des registres généraux, juste des cases pour qu'ils stockent temporairement les données qu'on va voir par la suite. Et puis des bus aussi, des bus pour échanger, d'accord? Lorsqu'on dit bus, c'est un ensemble de fils qui va permettre d'échanger les données. Il y a plusieurs fabricants de microprocesseurs, d'accord? Là, on peut citer quelques-uns. Donc, encore une fois, une définition, c'est un circuit électronique cadencé. Cadencé ou rythmé. Parce qu'il a un rythme. Ce rythme, il est donné par quoi? Par l'horloge, n'est-ce pas? Mais c'est quoi l'horloge? C'est quoi l'horloge? C'est juste un signal carré comme ça, d'accord? Qui va donner un rythme d'exécution aux opérations. Par exemple, sur chaque franc montant, par exemple, il y a une opération qui s'exécute. D'accord? C'est comme par exemple nous, et puis il y a quelqu'un qui entre avec un tambour. Chaque fois qu'il tape le tambour, quelqu'un parle. Deuxième coup, c'est le deuxième qui va parler. Troisième coup, ça veut dire qu'il va le synchroniser sur le rythme. C'est l'horloge, n'est-ce pas? D'accord? Alors, interne, etc. Donc la fréquence d'horloge, c'est le nombre d'impulsions par seconde à chaque top d'horloge. Top, ça veut dire un franc montant ou franc descendant, exécution d'une instruction ou d'une action, etc. Donc, tel que, par exemple, 1 GHz, c'est quoi au Hertz? 1 GHz? Milliard. 10 puissance 9. 1 méga, voilà, 1 kilo, 10 3. Alors, ça veut dire là, on regarde les fréquences d'horloge, comment ils ont augmenté au fil du temps. Par exemple, en 81, on avait des fréquences d'horloge d'ordre de quelques mégahertz.
D'accord, après en 90, les années 90, on est passé à quelques dizaines de mégahertz, etc. Et donc, premier microprocesseur qui a été inventé, c'est le Intel 4004 qui a été inventé en 1971. D'accord? Et avec une unité de calcul sur 4 bits. Et avec une horloge de 108 kHz. Ça, c'est le premier microprocesseur. Après, et puis il a intégré seulement 2300 transistors à l'intérieur d'une puce. En 1960, c'est-à-dire on est arrivé à intégrer dans cette puce-là 2300 transistors. Vous allez voir, on va voir une historique que ce nombre, il a augmenté au fil du temps. Il y a une loi qui est très célèbre qui s'appelle la loi de Moore. Vous avez déjà entendu parler de la loi de Moore. Et Moore, c'est juste quelqu'un qui a énoncé, c'est un savant qui a énoncé une loi comme ça, heuristique, qui a dit que chaque année, le nombre de transistors, il va doubler à l'intérieur d'une puce. Et comme par hasard, cette loi, il a été vérifiée durant une vingtaine d'années. Il est resté vérifié pendant plusieurs années. Chaque année, l'homme, il a fait des progrès comme quoi le nombre de transistors qui a été implémenté dans une puce, la puce, il diminue et le nombre de transistors, il augmente avec la technologie. Ça va jusque-là, pas de questions? Oui? Quel est le rôle d'un transistor à l'intérieur d'un microprocesseur? Ah oui, le transistor, vous l'avez fait. Regardez, lorsqu'on travaille en 0,1, ça veut dire que je fais fonctionner le transistor parce que le transistor fonctionne en deux régimes, ou bien en amplificateur, n'est-ce pas? Vous avez fait l'électronique, n'est-ce pas? Oui. Ou bien en Interrupteur. Bloqué ça. oui, c'est-à-dire on appelle ça, oui, commutation. En commutation. On travaille en commutation. Et en général, à l'intérieur d'un ordinateur, puisque tout le temps je suis en commutation, ça tu es bloqué 1-0. Donc je le fais fonctionner en 1-0. Les portes logiques, et il est à base de transistors et de diodes. Saturé, bloqué, on-off. C'est-à-dire lorsque je veux avoir le 0, je sature. Par exemple, la tension entre collecteur et émetteur égale à 0. Vous avez un transistor comme ça. Donc lorsque vous avez ici A, alors je dis A, c'est du volt, ça. 3 volts, 2 volts, ça dépend, il y a des résistances aussi, je ne sais pas. Donc la tension ici, c'est 0. Il est saturé, comme un interrupteur fermé. Lorsque vous avez 0 ici, il est bloqué, parce que l'alimentation, il est là. Et donc là, j'ai A. C'est plus simple. Et donc les transistors, c'est la base de tout, et les diodes aussi. D'ailleurs, la base d'un transistor, c'est des diodes à l'intérieur, c'est des jonctions. Ça, c'est une diode. Voilà. Et donc, je ne peux pas, les ports, ils sont à la base de jonctions. Oui. Et le transistor, il est à base de jonctions. Pour faire une porte logique, un circuit intégré, en général numérique, pas analogique, je dois intégrer des transistors. Est-ce que vous avez compris? Même les bascules sont à base de transistors. Vous les regardez juste à base de porte logique. À l'intérieur d'une porte logique, il y a des transistors. Oui ou non? Donc on chiffre les transistors. Déjà en 71, c'est 2300. Alors on peut citer quelques caractéristiques du microprocesseur. Quelques caractéristiques. Et donc tout d'abord le format des données, ça veut dire combien de fils dans le bus de données. Quand on peut avoir 8, très modeste, un microprocesseur très modeste, 16, 32, actuellement c'est 64. 64 fils dans le bus de données, n'est-ce pas? D'accord? Donc le bus de données, c'est une caractéristique essentielle, on l'appelle comment? Format. C'est le nombre de fils dans le bus de données. Bon. Regardez, vous avez une RAM. Vous avez le bus de données, c'est ça. Supposons qu'il est sur, on va faire juste un seul fil. Supposons qu'il y a 8 fils. C'est-à-dire le format est à 8. C'est le nombre de fils dans le bus de données. N'est-ce pas? Ça veut dire, c'est une indication de quoi? Ça veut dire quoi, le nombre de fils égale à 8? Il va pas se porter plus que... Oui, mais il va me donner une indication, par exemple, à l'intérieur de chaque case. Combien y a-t-il de bits? 8 bits. Vous avez compris. Ça
Donc chaque case, il possède 8 bits. Si j'ai 16, ça veut dire chaque case, bon, lorsqu'on dit case, ça veut dire c'est l'ensemble de 2 cases. Donc je vais travailler par 16 bits pour chaque case. Vous avez compris. D'accord? Donc le 8 bits, le format, ça veut dire c'est le nombre de bits à l'intérieur de chaque case. Le nombre de bits, ça veut dire le nombre de fils dans le bus. Il y a aussi la taille de l'espace adressable. Ça veut dire lorsque vous avez un microprocesseur comme ça, un microprocesseur, et vous avez par exemple, ça c'est le bus d'adresse. Le bus d'adresse, il possède par exemple, disons 16 fils. Ça va me renseigner sur quoi? Sur ce qu'on appelle l'espace adressable. L'espace adressable. Ça veut dire avec 16 fils, combien de possibilités je peux avoir? Ça veut dire 2 à la puissance 16. Ça veut dire combien il peut adresser d'entrée-sortie. S'il possède juste un seul fil dans le bus d'adresse, combien de possibilités je peux avoir? 2. 0, 1. Ça veut dire qu'il ne peut adresser que 2. Lorsqu'il donne 0, ça veut dire qu'il veut parler avec celui qui se nomme 0, dont l'adresse est 0. Lorsqu'il donne 1, il veut parler avec la case d'adresse 1. Si j'ai 2 fils, 4, 0, 0, 0, 1, etc. Si j'ai 16, ça veut dire qu'il peut adresser 2 à la puissance 16, y compris la RAM, y compris les ports USB, les ports HDMI, etc. D'accord? Chaque chose, il a une adresse, chaque partie. Oui ou non? S'il possède 32, c'est 2 à la puissance 32. D'ailleurs, le chiffre que vous avez ici, c'est 2 à la puissance 32. Ça, c'est 2 à la puissance 16. Donc, l'espace adressable. Donc, la taille du bus d'adresse nous renseigne sur l'espace adressable. Combien il peut adresser le microprocesseur? Oui, c'est clair, c'est bon. Alors, d'une manière générale, la capacité, si vous voulez, la capacité d'une RAM, par exemple, supposons que le bus d'adresse ici il est sur K, ça c'est l'adresse, et ça c'est la donnée sur N. Combien de bits peut stocker la RAM? 2 à la puissance K, ça c'est le nombre de cases. Et chaque case elle contient combien de bits? N, donc fois N bits. N'est-ce pas? Donc à partir du bus de données, bus d'adresse, je peux savoir la capacité de la RAM si vous voulez. D'accord? Donc une RAM, sa capacité c'est 2 à la puissance nombre de fils dans le bus d'adresse, multiplié par le format. Alors, troisième caractéristique, c'est le MIPS. MIPS, ça veut dire quoi? Millions d'instructions par seconde. Combien de millions d'instructions par seconde le microprocesseur peut exécuter? C'est une caractéristique. Une question sur la capacité. Comment on peut savoir la capacité de bus de données? Le nombre de fils. Bon, dans un exercice, il est donné, mais dans la réalité, vous allez sur Internet, vous tapez la référence de votre microprocesseur, vous avez le brochage et vous allez voir directement le bus de données, combien il possède. En général, on les appelle DDDD, D0 jusqu'à D7, et D0 jusqu'à D15. Le bus d'adresse, c'est des A. En général, c'est A0 jusqu'à A10, A0 jusqu'à A31. donc si on entend compte de bits, on sait bien que c'est la capacité de bus d'adresse. C'est pas le... Ça dépend. Donc, en général, c'est le format. Le bus de données, on l'appelle format. Et le bus d'adresse, on l'appelle en général la taille de l'espace, la taille ou bien le nombre de bits dans le bus d'adresse. D'accord? Alors, le MIPS, c'est combien de millions d'instructions par seconde le microprocesseur peut exécuter. C'est une caractéristique aussi. On va voir comment on l'a calculé, etc. Après, une autre caractéristique, c'est la puissance consommée par le microprocesseur. Il est fonction de quoi? De l'horloge. Ça, vous le savez. Chaque fois que l'horloge augmente, le microprocesseur, il chauffe trop. Il chauffe. D'ailleurs, c'est pourquoi l'être humain il est limité en fréquence d'horloge. Il ne peut pas aller jusqu'à l'infini. À un certain moment, on ne peut plus augmenter la fréquence d'horloge parce qu'il consomme trop. Et s'il consomme trop, ça veut dire que dans les PC portables, l'autonomie ne sera pas très grande. Vous aurez juste 1 heure. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous diminuez la fréquence d'horloge, à ce moment-là, vous avez 4 heures, 5 heures.
C'est pour cela les PC portables, on n'a pas des grands, on ne peut pas avoir 4 GHz dans le PC portable. On diminue la fréquence d'horloge, ça veut dire on perd un petit peu en rapidité, mais on gagne en rapidité dans autre chose. On va voir les techniques qui ont été faites. Les techniques qui ont été faites pour gagner en rapidité. Il y a la fréquence d'horloge, on ne peut pas aller plus loin parce que ça consomme de la puissance, etc., etc. Il y a la hiérarchie mémoire qu'on va voir, qui est la mémoire cache, etc., qu'on va voir. Et puis il y a le parallélisme aussi. Il y a le pipelining qu'on va voir, et puis il y a le parallélisme. Plusieurs cœurs qui travaillent en parallèle. D'accord? Ça aussi, ça a permis d'augmenter la rapidité. Et puis le jeu d'instruction. Jeu d'instruction, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est d'architecture CISC ou RISC? CISC, ça veut dire Complex Instruction Sets Computer. Complex Instruction Sets Computer. Ou bien de type RISC, Reduced Instruction Sets Computer. Ça veut dire quoi? C'est deux architectures différentes. Le RISC, il n'y a pas beaucoup d'instructions, peu d'instructions. On va voir la différence entre les deux. Et CISC, c'est beaucoup d'instructions. Par exemple, le Pentium, le I3, etc. Ce sont des CISC. Le microprocesseur, il peut exécuter jusqu'à 300 instructions. Le RISC, quelques dizaines, 50, 60 instructions. D'accord? Ça veut dire la partie de décodage, il est rapide parce qu'il recherche l'instruction rapidement, il va la trouver par millisecondes. Mais ça donne d'autres inconvénients, ça veut dire des difficultés de trouver des programmes, ça veut dire ça devient complexe pour l'utilisateur qui programme. Bon, chacune, on va les voir, d'accord? Donc ça, c'est les caractéristiques d'un microprocesseur. Alors si on regarde un petit peu l'histoire, voilà, donc je vous laisse voir un petit peu l'histoire du microprocesseur, mais j'ai un autre tableau qui va résumer toute l'histoire. D'accord, donc j'explique quelques mots techniques, par exemple, quatrième génération, Large Scale Integration, donc intégration à large échelle, ça veut dire on intègre beaucoup, et puis VLC, Very Large Scale Integration, etc. Donc, avec des exemples de microprocesseurs. Bon, premier, ça on l'a déjà dit. Je passe ici à l'histoire. Donc je passe à l'histoire et vous remarquez, j'explique les colonnes. Ici c'est la date, le nom du microprocesseur, le nombre de transistors implémentés dans la puce, la taille de la puce en nanomètres. Nanomètres c'est 10 à la puissance moins 9. 10 à la puissance moins 9. Fréquence d'horloge. Largeur des données, ça veut dire le bus de données, combien de fils, de format. Et vous remarquez qu'il y a un slash, ça veut dire quoi? Ça c'est le bus interne à l'intérieur du microprocesseur, combien est-il de fils. Et extérieur, à l'extérieur, combien est-il de fils. Ça veut dire à l'intérieur, comment il communique entre l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle, etc. et les registres. Et à l'extérieur, comment il communique avec la RAM, etc. Et puis le MIPS, combien de millions d'instructions par seconde il peut utiliser. Donc là, c'est les colonnes. Et vous avez remarqué quoi? Qu'au fil du temps, le MIPS il augmente, la finesse de gravure il diminue, la largeur de la puce il diminue, le nombre de transistors il augmente, en respectant un petit peu la loi de Moore. Et voilà. Et la fréquence d'horloge il augmente aussi. Je vais passer à la suite. Donc là, jusqu'à 2007. Voilà, donc ça c'est la suite. Voilà, c'est bon. Monsieur, maintenant c'est quoi je Hein? En deuxième. Ici c'est 24 200, ici 2 fois. Oui, 2 fois. Et puis on vous donne aussi le nombre de cœurs, le corps I7, etc. Actuellement c'est I9. Là j'explique juste les colonnes. Chaque colonne je l'explique. J'explique chaque colonne ici. Bon, ça l'instruction on l'a déjà vu, donc là vous comprenez l'instruction. Donc le bus interne c'est ça. Ça c'est le bus interne. Et le bus externe c'est le bus avec lequel il va pouvoir communiquer avec la RAM, etc. Oui. Le MIPS et la fréquence. Ah non, il n'y a rien à voir. Le MIPS, on va voir qu'il est fonction de la fréquence d'horloge. Il est fonction. Il y a d'autres critères. Regardez, dorénavant, il ne faut pas croire
que la rapidité du microprocesseur, ça dépend seulement de la fréquence d'horloge. Non. Ça, vous l'avez compris, vous le savez, je crois. Déjà, si vous avez un PC, vous avez une fréquence d'horloge, votre camarade lui a aussi la même fréquence d'horloge, mais ce n'est pas les mêmes performances. C'est parce que ça dépend de beaucoup de choses, de la mémoire cache, d'accord. Et ce qui retarde le microprocesseur, c'est surtout cette communication avec les périphériques qui l'entourent. D'accord. Par exemple, si l'élément le plus lent dans le PC, par exemple, c'est le disque dur, n'est-ce pas? Bon, je peux anticiper et vous parler un petit peu de ça rapidement. Bon, on peut imaginer par exemple, un ordinateur où vous avez juste le microprocesseur et le disque dur. Bon, plus d'adresses, plus de données, plus de contrôle. Quel sera le problème de ce PC si on n'a pas de RAM? On a juste le microprocesseur et le disque dur. Ça veut dire que le microprocesseur il communique directement avec le disque dur. Quel sera le problème? Très lent. Pourquoi très lent? Parce que le disque dur il est très lent. Le microprocesseur il peut être aussi rapide qu'il veut. C'est comme toi, par exemple, tu es très rapide, tu comprends vite, mais votre camarade il est très lent. Tu lui poses une question, tu attends 2 minutes, tu te réveilles. Le système, toi et ton camarade, c'est un système qui est très lent. Toi, tu peux être aussi rapide que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réfléchi? Ils ont pensé à faire quoi, les constructeurs? Ils ont pensé à ajouter une mémoire plus rapide que le disque dur. Une sorte de cache. C'est ça le terme cache. Plus rapide que le disque dur, mais dont la capacité est inférieure. Et les données et les instructions qui sont très sollicitées par le microprocesseur, ils sont chargés dans la RAM. C'est-à-dire, lorsque vous allumez votre PC, au départ, les fonctionnalités des systèmes d'exploitation les plus importantes, ils sont chargés dans la RAM. Il y a un algorithme qui s'appelle LRU, Least Recently Used. C'est-à-dire que la donnée qui vient d'être sollicitée par le microprocesseur, il sera chargé de ce côté. Et comme ça, le microprocesseur ne parle jamais au disque dur. Il parle tout le temps à la RAM. Il va gagner du temps. On a gagné du temps, on a gagné en rapidité à l'aide de cette instruction. Après, les constructeurs, ils ont pensé à refaire la même idée entre microprocesseur et RAM. Ils ont inventé ce qu'on appelle cache memory. Cache L2, level, niveau 2, qui est une mémoire plus rapide que la RAM, mais dans la capacité inférieure. Pourquoi dans la capacité inférieure? Parce qu'il est cher. Et les constructeurs, ils veulent vendre. Pas faire toute la RAM avec du cache L2. D'accord? Donc c'est une capacité inférieure à la RAM, mais beaucoup plus rapide que la RAM. Et les données encore plus sollicitées vont être stockées dans le cache L2. Le microprocesseur n'a plus à communiquer avec la RAM, il communique avec le cache L2. Si trouve la donnée, il va gagner beaucoup de temps. Alors, l'être humain, il a toujours cherché la rapidité avec la vidéo, avec les réseaux sociaux. D'accord? Et donc, ils ont créé une autre mémoire cache à l'intérieur même du microprocesseur qu'on a appelé cache L1, niveau 1. De capacité inférieure à la capacité de cache L2 et beaucoup plus rapide que le cache L2. Et les instructions très sollicitées par le microprocesseur, ils seront stockées là. Et comme ça, le microprocesseur trouve la donnée ici, il va gagner beaucoup de temps. Ça, c'est la hiérarchie mémoire. Ça, c'est la hiérarchie mémoire qui a permis de gagner beaucoup en rapidité. Oui. Monsieur, qu'est-ce qui fait que la RAM est plus rapide au niveau de comptabilité? C'est la technologie. C'est parce que la RAM, c'est dynamique. Ça veut dire quoi, dynamique? Le bit, c'est un condensateur. Un bit, c'est un condensateur. Lorsque je veux mettre 1 dans le bit, je charge le condensateur. Lorsque je mets 0, je le décharge. C'est pourquoi on l'appelle dynamique. Charge, décharge, charge, décharge. Et ça prend du temps. Oui ou non? Après, dans les mémoires cache, c'est quoi le bit? Dans les mémoires cache, on les appelle statiques. Les mémoires statiques. C'est quoi le bit dans les mémoires cache? Non, ce n'est pas un condensateur déjà. C'est une bascule. Vous voyez, JKT. C'est une bascule. Tout simplement. Chaque bit, c'est une bascule.
D'accord? Donc beaucoup plus rapide que la mémoire dynamique. Et dans le disque dur? Ah, le disque dur, il a évolué. Le disque dur, au départ, l'IDE que vous connaissez, avec la nappe grise qui est comme ça veut dire qu'il était parallèle, c'est de la mécanique, le magnétisme, c'est des plateaux qui tournent. Et chaque fois qu'il y a la mécanique, c'est la lenteur. L'électricité est toujours plus rapide que la mécanique, ça, il faut le savoir. D'accord? Après, actuellement, c'est des SSD que vous connaissez. Ils sont beaucoup plus rapides, mais ils n'atteignent jamais la rapidité. La mémoire cache, par exemple, etc. Mais vous avez remarqué, lorsque vous changez votre disque dur, vous mettez du SSD, déjà le PC devient plus rapide. Ça, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la question, c'est la technologie tout simplement utilisée par chaque partie, n'est-ce pas? Et puis vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas avec du cache, comme ça on est tranquille et très cher et très encombrant aussi. D'accord, oui? Monsieur, cache L1, L2. Stocker les données pour stocker les données. Oui, tout à fait. La mémoire, c'est pour le stockage. Cache mémoire. C'est une mémoire. Tout est mémoire. Seulement le microprocesseur qui n'est pas mémoire dans cette structure. Mémoire, tout ça c'est des mémoires. Seulement ça c'est une mémoire permanente, disque dur. Ça veut dire qu'il garde l'information. Là c'est des mémoires volatiles. C'est quoi volatile encore une fois? Des mémoires volatiles, ça veut dire qu'ils perdent leur contenu lorsqu'on coupe l'alimentation. C'est des mémoires volatiles. D'accord? Par exemple la ROM. Vous connaissez la ROM? Read Only Memory. La ROM, elle est permanente, il garde l'information. C'est une mémoire qui est permanente. La RAM, c'est une mémoire qui est volatile, n'est-ce pas? Alors, je crois que je vais passer un petit TD, travaux dirigés, parce que vraiment... je fais ce schéma juste pour montrer un petit peu l'architecture, et puis je passe à... Donc là, vous remarquez que ça, c'est le microprocesseur, donc une unité de contrôle, une unité de traitement. Ça, c'est bus de données, bus d'adresse. Donc, déjà à l'entrée, donc bus de données, il y a une interface de données. Déjà dans le bus d'adresse, il y a une interface d'adresse qui va permettre de faire quoi? C'est comme un buffer. Un buffer qui va garder la donnée jusqu'à ce que la mémoire la prend. D'accord? C'est un buffer, c'est une petite mémoire, d'accord? Et puis l'interface de contrôle aussi. Donc, après, ça veut dire juste après le bus, il y a des interfaces pour chaque bus, d'accord? Donc, vous remarquez qu'en relation avec le bus d'adresse, c'est le compteur ordinal. N'est-ce pas? C'est naturel. Parce que le compteur ordinal, il contient quoi? L'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, il doit être en relation avec le bus d'adresse, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un registre qu'on n'a pas cité. C'est le registre d'instruction. Ce registre, quel est son rôle? Ça veut dire dès que lorsqu'il charge l'instruction vient de la RAM, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il va être stocké? Il va être stocké dans le registre d'instruction. Dès qu'il entre dans le microprocesseur, où est-ce qu'il va être stocké? Dans le registre d'instruction. Avant décodage. Vous le décoder. Avant décodage, il est stocké dans le registre d'instruction. Après, l'opération qui va suivre, c'est le décodage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après le décodage. Décodage de l'instruction. Ça veut dire, c'est quoi le décodage? L'identification de l'instruction parmi les instructions qu'il sait exécuter. Et puis, dans l'unité de traitement, on va trouver l'unité arithmétique et logique. Et l'unité arithmétique et logique, il est en relation avec quoi? C'est normal, avec le registre d'état, les indicateurs. Parce que chaque fois, les indicateurs, ils doivent voir le résultat de l'opération. Est-ce qu'il est égal à 0? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il y a un overflow? D'accord? Donc le registre d'état, il doit être en relation avec l'unité arithmétique et logique. Et puis des accumulateurs qu'on va aller voir. Accumulateur, c'est comme par exemple vous faites x égale à x plus 1, par exemple. X c'est un accumulateur, ça veut dire qu'il contient l'opérande avant et le résultat après. Ça veut dire que c'est des registres qui vont servir à faire ça. Ils vont contenir une opérande avant, une opérande et le résultat après. On les appelle comment? Des accumulateurs. Vous regardez ici, regardez le résultat et puis les opérandes. Un petit schéma qui résume un petit peu l'architecture interne d'un microprocesseur.
Est-ce que je peux ajouter autre chose parce que vraiment je suis épuisé. Bon, là on peut voir les étapes, si vous voulez, les étapes d'exécution. Les étapes d'exécution d'une instruction. Donc tout d'abord, le microprocesseur il envoie l'adresse à partir du compteur ordinal. Le compteur ordinal il envoie l'adresse dans le bus d'adresse, n'est-ce pas? Vers la RAM. La RAM, ça y est, il connaît l'adresse et puis ça y est, il lui donne l'instruction. Il lui donne l'instruction. Et l'instruction, il va être chargée où? Dans le registre d'instruction. Dans le registre d'instruction. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les premières deux premières étapes. Donc, ou bien première étape, chargement de l'instruction. Chargement, ça veut dire qu'il va être chargé dans le registre d'instruction. Après, il peut y avoir des données dans l'instruction. Des données, par exemple, on peut chercher des données par l'instruction x égale à, par exemple, y plus 2. Donc, il doit chercher y aussi dans la RAM. Donc, il va apporter la donnée. D'accord? Et après décodage, exécution, c'est pas complet ici. D'accord. Bon, je ne vais pas continuer parce que vraiment je suis épuisé. Donc, je vais passer